John Martinez, un jeune officier de police récemment promu, patrouille dans les rues animées du Bronx à New York, accompagné de son collègue, l'officier expérimenté Mike Kowalski. Martinez, en début de carrière, est encore plein de fougue et de détermination, souhaitant faire ses preuves dans un des quartiers les plus connus de la ville, réputé pour sa diversité culturelle mais aussi pour ses défis sécuritaires. Kowalski, lui, est un vétéran des forces de l'ordre. Il a passé plus de 20 ans à arpenter ces mêmes rues, et connaît chaque recoin, chaque visage familier. Sa présence rassurante et son approche méthodique contrastent avec l'enthousiasme et l'impatience de son jeune collègue. La nuit est fraîche, mais la tension reste palpable. Au détour de chaque ruelle, il reste sur le qui-vive, conscient que le calme apparent peut être trompeur. Les néons des petites épiceries et les lumières tamisées des bars éclairent les trottoirs, créant un jeu d'ombre et de lumière qui ajoute à l'atmosphère. Dans certains coins, des groupes de jeunes discutent bruyamment, tandis que des passants rentrent chez eux, pressés, la tête baissée, cherchant à éviter toute confrontation. Martinez et Kowalski savent que dans ce quartier, les imprévus sont la norme, et chaque nuit peut être radicalement différente de la précédente. Alors qu'ils avancent lentement en voiture de patrouille, Kowalski remarque une silhouette dans une voiture stationnée à l'écart, sous un lampadaire vacillant. À première vue, la scène pourrait paraître anodine, mais dans ce quartier, l'expérience lui a appris à être vigilant. Un homme noir, seul au volant, semble observer les alentours discrètement, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Ce comportement attire l'attention de Kowalski, qui, méfiant, demande à John de s'arrêter pour vérifier la situation de plus près. Les deux policiers sortent de leur véhicule et s'approchent du côté conducteur de la voiture garée. Kowalski, en tête, frappe doucement à la fenêtre, le visage dur et concentré, cherchant à établir un contrôle immédiat de la situation. « Bonsoir, monsieur. Vous pouvez me montrer vos papiers ?» demande Kowalski d'un ton ferme, mais neutre, professionnel. L'homme au volant, visiblement calme et sans montrer de signe d'hésitation, jette un bref regard vers les policiers, puis ouvre lentement la boîte à gants pour sortir ses papiers. Il tend les documents à Kowalski sans dire un mot, son visage impassible, ses yeux dissimulés derrière des lunettes de soleil, bien que la rue soit plongée dans l'obscurité. John, qui se tient légèrement en retrait, observe la scène avec attention, essayant de saisir les subtilités de l'échange entre son collègue et cet inconnu. Il ressent une certaine tension, mais reste vigilant, prêt à intervenir en cas de besoin. Kowalski prend les papiers et les parcourt rapidement, son expression se durcissant imperceptiblement. Il semble hésiter un instant, comme s'il réfléchissait à ce qu'il va dire ou faire ensuite. Puis, un changement presque imperceptible se produit dans son comportement, une lueur malsaine traverse son regard. Il se penche légèrement plus près de la fenêtre ouverte, rapprochant son visage de celui de l'homme. « Ce n'est pas ce que je veux » murmure Kowalski, sa voix abaissée au point de devenir presque un chuchotement menaçant, son ton empreint de froideur. « Je veux de l'argent. Sinon, tu iras en prison pour trouble à l'ordre public, ou quelque chose de pire. » John reste pétrifié un instant, la tension montant en lui comme une marée. Il a souvent entendu parler de situations où des officiers dépassaient les limites, mais il n'aurait jamais imaginé que son propre partenaire pourrait se retrouver de l'autre côté de cette ligne. Une sueur froide lui coule dans le dos alors qu'il observe Kowalski, qui semble transformé, et l'homme au volant, calme, impassible, ne montrant aucune peur face aux menaces. « Excusez-moi » répond finalement l'homme, sa voix ferme et contrôlée. « Je vous ai donné ce que vous avez demandé. » Kowalski se redresse, jetant un regard rapide autour de lui pour s'assurer que personne ne les observe. La rue est vide, plongée dans le silence de la nuit. Satisfait, il se penche de nouveau, rapprochant encore son visage de la vitre, son expression se durcissant davantage. Sa voix devient un murmure menaçant, presque une promesse sinistre. « Tu m'as bien entendu. Je veux de l'argent. Sinon, tu finis au poste, et crois-moi, je ferai en sorte que ça se termine très mal pour toi. » John, le cœur battant à tout rompre, s'approche lentement de Kowalski. Il sent l'adrénaline le submerger, son esprit luttant entre la loyauté envers son partenaire et son devoir moral. « Mike, qu'est-ce que tu fais » te chuchote-t-il, sa voix tendue, tentant de rester calme pour ne pas envenimer la situation. Il espère que son collègue prendra conscience de la gravité de ses actes et reviendra à la raison, mais Kowalski semble imperméable à toute logique, perdu dans une spirale de domination et de corruption. L'homme dans la voiture les observe silencieusement, ses yeux cachés par les lunettes de soleil, mais John peut deviner qu'il n'est pas impressionné, ni même effrayé. Après un bref silence, il soupire,
comme un parent déçu par l'attitude d'un enfant mal élevé. Lentement, il glisse la main dans la poche intérieure de son manteau, en sortant non pas un billet, mais une carte de visite qu'il tend à John. Ce dernier, hésitant, prend la carte, et un détail attire immédiatement son attention, le nom est imprimé en lettres dorées, éclatant sous la faible lumière du lampadaire. En majuscule, il lit « Agent spécial Derek Harris FBI ». Les mots lui coupent le souffle, et pendant une fraction de seconde, il doute de ce qu'il voit, mais la carte est indéniablement authentique. Kowalski reste figé, comme pétrifié par la révélation qui vient de le frapper de plein fouet. La carte professionnelle entre les mains de John, le ton calme mais incisif de l'homme au volant, et ses propres paroles menaçantes lui reviennent en mémoire comme un coup de massue. Lentement, son visage perd toute trace de son assurance habituelle, le teint blême, ses lèvres tremblant légèrement. Pour la première fois depuis qu'il travaille avec lui, John voit dans les yeux de Kowalski une lueur de peur, une vulnérabilité qu'il ne lui connaissait pas. Un silence pesant s'installe, comme si le temps s'était figé. Kowalski déglutit difficilement, son esprit essayant désespérément de trouver une échappatoire. Il jette un regard furtif autour de lui, comme s'il espérait qu'une porte de sortie apparaisse miraculeusement, mais la rue reste vide, et les murs des bâtiments voisins semblent se resserrer, le piégeant dans sa propre erreur. Derek Harris, toujours calme et impassible, brise le silence avec une autorité glaciale. « Agent Kowalski, je pense que nous devrions discuter de votre comportement. Ce que vous venez de faire ne relève pas seulement de l'abus de pouvoir, c'est une tentative d'extorsion et de harcèlement des infractions graves, qui pourraient mettre fin à votre carrière. » Kowalski reste sans voix, incapable de soutenir le regard perçant de l'agent fédéral. Il sent le poids des conséquences s'abattre sur lui, et la panique commence à poindre derrière son expression figée. Derek se redresse légèrement dans son siège, croisant les bras, son attitude dégageant un contrôle total de la situation. Il a manifestement l'habitude de gérer des situations tendues et sait exactement comment manipuler le silence pour accentuer la pression. John, debout à côté de son collègue, est partagé entre le soulagement et l'embarras. Il a vu Kowalski dépasser les bornes, et bien qu'il soit encore novice, il comprend que ce moment est crucial pour la suite de sa propre carrière. L'envie de prendre la parole lui brûle les lèvres, mais il hésite, préférant observer. Une part de lui espère que Kowalski assumera ses responsabilités, mais il connaît aussi la fierté de son partenaire. Finalement, dans un geste désespéré, Kowalski tente de reprendre un semblant de contrôle. « Écoutez, agent Harris, je crois qu'il y a eu un malentendu. Ce n'était pas, enfin, je n'avais pas l'intention de... » Mais Harris l'interrompt, sa voix coupant court à toute justification. Vous savez, les malentendus, comme celui-ci peuvent vous mener tout droit devant la commission de discipline, sans parler d'éventuelles poursuites criminelles. Il marque une pause, ses yeux ne quittant pas ceux de Kowalski. Ou, si vous préférez, nous pouvons également régler cette affaire de manière formelle et faire en sorte que cela figure dans chaque rapport qui suivra. Kowalski baisse la tête, réalisant que toute tentative de justification ne fera qu'aggraver sa situation. Sa voix se brise lorsqu'il murmure « Je suis désolé. » Mais ses mots sonnent creux, comme s'il s'excusait davantage pour tenter d'atténuer la situation que par réel remords. Derek Harris laisse planer le silence encore un instant avant de répondre, sa voix toujours froide. Les excuses ne suffisent pas, agent Kowalski. Il est temps que vous assumiez vos actes. Puis, se tournant vers John, il ajoute « Quant à vous, jeune homme, vous devriez vous demander ce que signifie vraiment être un agent de la loi. Choisissez bien vos mentors, car ce métier exige de l'intégrité, pas de la complaisance. » John, touché au plus profond par les paroles de l'agent Harris, sent une brûlante honte envahir chaque fibre de son être, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais pour tout ce qu'il a laissé faire, pour chaque silence complice qu'il a choisi par facilité. La tension atteint un point de non-retour. En cet instant précis, il se retrouve plongé dans un dilemme moral d'une intensité insupportable. Doit-il briser le code non écrit de loyauté qui le lie à son partenaire, ou doit-il honorer son serment de protéger et de servir, même si cela signifie trahir celui qui est censé être à ses côtés? Le poids de cette décision l'écrase. Son cœur bat à tout rompre, et son souffle devient court. Ce n'est plus simplement une affaire de corruption banale, il est confronté à un choix entre sa propre intégrité et la trahison d'un collègue. Ses pensées tourbillonnent alors qu'il mesure les conséquences. Une intervention de sa part pourrait ruiner leur carrière, ou pire encore, déclencher une chaîne d'événements incontrôlables. Doucement, sans attirer l'attention, il recule d'un pas, laissant une distance entre lui et Kowalski.
Dans un mouvement nerveux, il glisse la main dans sa poche et en ressort discrètement son téléphone. Ses doigts tremblent alors qu'il compose le numéro du poste central, chaque chiffre marquant un point de non-retour. Central, ici l'agent John Martinez, badge 4721, murmure-t-il, la voix basse mais résolue. J'ai besoin d'une unité sur place immédiatement. Situation critique. Agent du FBI en danger. Extorsion présumée impliquant un officier de la NIPD. Il raccroche avant que Kowalski n'ait le moindre soupçon. Le téléphone à peine rangé, il inspire profondément et se tourne vers Kowalski, la mâchoire serrée. C'est maintenant ou jamais. Mike, ça suffit, lance-t-il, d'une voix plus forte qu'il ne l'avait prévu, résonnant presque comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Ce type est un agent fédéral, et tu es en train de franchir une ligne que personne ne peut effacer. Kowalski pivote brusquement, surpris, le regard dur, incapable de croire que son partenaire oserait le défier ainsi. Quoi? John, on est dans le même bateau, non? Ce gars n'est rien d'autre qu'un obstacle insignifiant. Qui s'en soucierait? Personne n'est là pour le couvrir. Mais John le fixe, inébranlable, le regard rempli d'une résolution qu'il ignorait posséder. Non, Mike. Ce n'est pas juste une petite affaire, et je ne vais pas te suivre dans cette dérive. Tu joues avec le feu, et tu es sur le point de tout perdre. Si tu continues, tu m'auras contre toi. À quelques mètres, l'agent Harris, qui observe la scène depuis sa voiture, note chaque mot échangé, sa posture détendue dissimulant un état d'alerte absolu. En silence, il lève doucement les mains, un geste calculé pour éviter toute escalade. Il sait que les renforts sont en route, mais il comprend aussi qu'en cet instant, c'est la décision de John qui va sceller le sort de chacun d'eux. Kowalski déglutit, pris au piège. Il réalise que son propre partenaire est prêt à sacrifier leur relation professionnelle, à s'opposer à lui publiquement, pour défendre ce qu'il sait être juste. Le poids de cette trahison inattendue le frappe, et pour la première fois, il sent la peur s'insinuer en lui. Les sirènes résonnent de plus en plus fort, déchirant le calme oppressant de la rue déserte. En quelques instants, une escouade de véhicules de police s'arrête en dérapant autour d'eux, formant un cercle de métal et de lumière autour de la scène. Des agents jaillissent des voitures, armes au poing, dans une synchronisation parfaite, chacun se positionnant pour assurer la sécurité de l'agent Harris et neutraliser toute menace potentielle. Le capitaine de police descend lentement de son véhicule, jetant un regard sévère et perçant autour de lui. Il s'approche de John, qui reste immobile, et puis de Kowalski, dont le visage se décompose à mesure qu'il comprend l'ampleur de ce qui vient de se produire. Un frisson d'effroi semble le traverser lorsqu'il croise les yeux de son supérieur. La gravité de ses actes lui apparaît enfin, chaque décision douteuse, chaque abus se dressant comme un mur infranchissable. « Mike, lâche ça », ordonne le capitaine, d'une voix aussi froide qu'acérée. Sa mâchoire est crispée, et ses yeux ne montrent aucune compassion. On a reçu un appel concernant une tentative d'extorsion d'un agent fédéral. Tu sais ce que ça veut dire. L'autorité de ces mots pèse comme une condamnation, laissant peu de place à la clémence. Kowalski, comme foudroyé par ces paroles, reste un instant figé, les mains tremblantes. Le carnet qu'il tenait encore dans sa main lui échappe, tombant au sol avec un bruit sourd. Dans un geste de résignation, il lève lentement les mains en signe de reddition, conscient que chaque échappatoire lui est désormais impossible. Les agents s'avancent, approchant prudemment. L'un d'eux s'occupe de récupérer le carnet, tandis qu'un autre pose une main ferme sur l'épaule de Kowalski. Mike Kowalski, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'extorsion et abus de pouvoir, déclare l'agent, récitant les droits avec la même rigueur que l'on réserve aux criminels de la pire espèce. Alors qu'il le menotte, Kowalski lance un regard désespéré à John, une dernière tentative silencieuse pour obtenir un soutien, ou peut-être une forme d'indulgence. Mais John détourne les yeux, la mâchoire serrée, un mélange de tristesse et de déception dans le regard. Il sait que ce moment marque la fin de leur partenariat, et d'une certaine manière, la fin de l'homme qu'il pensait connaître. Pendant ce temps, l'agent Harris observe la scène avec calme, c'est très neutre, mais une lueur d'approbation dans les yeux. Il reconnaît dans le regard de John un conflit moral surmonté, une victoire personnelle et peut-être le début d'une nouvelle façon de voir les choses. Alors que Kowalski est emmené vers l'une des voitures, les menottes serrées autour de ses poignets, John le regarde s'éloigner, emporté par les agents qui l'entourent. Il inspire profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons et tenter de calmer le tumulte intérieur qui bouillonne en lui.
Ce moment, il le sait, sera gravé dans sa mémoire pour toujours. Il vient de briser un pacte implicite, celui de la loyauté aveugle entre partenaires. Mais il n'éprouve aucun regret, seulement une étrange libération, comme si un poids qu'il ne réalisait pas porter avait été enfin levé de ses épaules. En observant Kowalski disparaître dans la voiture de patrouille, John sent que sa vie a pris un tournant inattendu. Tout son parcours de policier défile devant ses yeux, les heures de patrouille, les arrestations, les enquêtes partagées avec Kowalski. Il se souvient de leur début, de la camaraderie qui s'était tissée, des confidences échangées, et il se demande comment son partenaire en est arrivé là, à se perdre dans l'arrogance et l'abus de pouvoir. Peut-être que, quelque part, il aurait pu voir les signes avant-coureurs. Peut-être même a-t-il été aveuglé par une loyauté mal placée, un dévouement qui l'a poussé à taire certains doutes. Mais aujourd'hui, il a choisi de briser ce silence. Le capitaine revient vers lui, un regard compréhensif et respectueux dans les yeux. « Je sais que ça ne va pas être facile pour toi, John. Ce genre de décision n'est jamais sans conséquence, dit-il d'une voix grave. Certains de tes collègues te regarderont différemment, peut-être même te tourneront le dos. Mais garde en tête que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est la marque d'un homme intègre, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On a besoin de plus de gens comme toi dans cette unité. » Les mots du capitaine résonnent en John, le réconfortant quelque peu, mais il sait que l'épreuve ne fait que commencer. Il s'attend à des regards en coin, à des murmures dans les couloirs du commissariat. La police, avec son code d'honneur informel, ne pardonne pas facilement ceux qui trahissent la famille. Pourtant, il sent au fond de lui qu'il n'avait pas le choix. Cette décision, aussi lourde soit-elle, était celle de son cœur, de ses valeurs. Et il espère, même secrètement, que d'autres comprendront. L'agent Harris s'approche alors, lui tendant une main. « Je vous dois une fière chandelle, agent Martinez. » Peu de gens auraient eu le courage d'intervenir. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-il, un respect sincère dans la voix. » John serre la main de Harris, éprouvant une reconnaissance mutuelle qui dépasse les mots. « J'espère juste que ça en vaut la peine, murmure-t-il, presque pour lui-même. » Harris le regarde, les yeux durs mais empreints d'une compréhension fraternelle. « La justice ne récompense pas toujours ceux qui la servent, John. Mais elle les respecte. Et avec ce que vous avez fait, vous vous êtes respecté vous-même. C'est tout ce qui compte. » Le calme revient peu à peu, et les voitures de police commencent à s'éloigner une à une, laissant derrière elles un silence pesant mais nécessaire. John reste là un instant, les mains dans les poches, regardant les phares rouges et bleus s'éteindre dans la nuit. Il sait qu'un long chemin l'attend, fait de doutes et de remises en question, mais il accepte cette réalité, prêt à faire face aux conséquences. Alors qu'il s'apprête à rentrer, une étrange sérénité l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, il sent qu'il est en paix avec lui-même, qu'il a trouvé la force d'agir en homme droit, malgré tout. Dans le clair-obscur de la rue déserte, John Martinez, agent de police, ne se voit plus comme un simple rouage dans une machine complexe, mais comme un homme ayant choisi son propre chemin, quel qu'en soit le prix. Quelques jours plus tard, Kowalski est transféré dans une prison fédérale, où il fait face à des accusations graves de corruption et d'extorsion envers un agent du FBI. La nouvelle de son arrestation se propage comme une traînée de poudre, et l'affaire fait rapidement la une des journaux locaux, chacun se délectant des détails sordides qui émergent. Les gros titres parlent d'un « choc au sein de la NIPT » et d'un « agent corrompu démasqué », et la couverture médiatique ne montre aucun signe d'apaisement, nourrissant les spéculations sur un possible réseau de corruption plus vaste au sein du département. À l'intérieur du commissariat, l'atmosphère est tendue. Les bureaux, habituellement remplis de camaraderie et de rire, sont désormais marqués par un silence pesant. Beaucoup de ses collègues, préoccupés par les implications de l'affaire, regardent désormais John avec suspicion ou méfiance. Il peut sentir les murmures derrière lui dans les couloirs, des regards furtifs qui se détournent quand il s'approche, et certains vont même jusqu'à l'éviter délibérément, craignant que sa décision de dénoncer Kowalski ne les compromette également. Pourtant, dans son cœur, John sait qu'il a pris la bonne décision. C'est une conviction qui le rassure, même au milieu de la tempête qui l'entoure. En prenant ce risque, il a non seulement protégé l'intégrité d'un agent fédéral, mais il a aussi agi conformément à ses propres principes, un choix qui lui permet de se regarder dans le miroir sans honte. Cette certitude lui donne la force de traverser cette période difficile. Les jours passent, et alors que la pression sociale monte, John se retrouve souvent seul dans le réfectoire, feignant de prendre son café ou de lire un rapport.
Les conversations autour de lui tournent autour de la réaction de la direction, de la possibilité d'une enquête interne et des ramifications pour le département. Même s'il reçoit quelques mots de soutien de quelques agents plus anciens, la majorité préfère garder leur distance, probablement préoccupés par leur propre position au sein de la hiérarchie. Il ne sait pas si cette situation durera ou si les choses finiront par revenir à la normale, mais il commence à réaliser que la loyauté et l'amitié dans ce métier peuvent être aussi fragiles que des morceaux de verre. Le capitaine le convoque pour une réunion, et en entrant dans son bureau, John ressent un mélange d'appréhension et d'espoir. Le capitaine semble pensif, son regard concentré sur une pile de dossiers. Lorsque John s'assoit, il peut voir l'inquiétude dans le visage de son supérieur. « John, commence le capitaine, je sais que c'est difficile en ce moment. Mais je tiens à te dire que ta décision de dénoncer Kowalski était courageuse. C'est rare dans notre milieu. Cela va faire du bruit, mais il faut s'assurer que cela n'ait pas de conséquences pour ta carrière. » John acquiesce, reconnaissant que le soutien du capitaine est un rayon de lumière dans son océan d'incertitude. « Merci, capitaine. J'essaie de garder la tête haute, mais c'est compliqué avec la façon dont les gens me traitent maintenant. » Le capitaine hoche la tête. « Ça ne sera pas facile. Mais n'oublie pas que les vrais alliés se révéleront dans l'adversité. Tiens bon, et n'hésite pas à m'appeler si tu ressens le besoin de parler. Je suis ici pour te soutenir. » Alors qu'il quitte le bureau, John se sent un peu plus léger, même si l'ombre de la méfiance persiste autour de lui. Il décide de se concentrer sur son travail et de continuer à faire ce qui est juste, en espérant que le temps guérira les blessures et redéfinira les relations qu'il entretient avec ses collègues. Au fil des jours, il commence à recevoir des messages de soutien anonymes, des notes glissées sous sa porte avec des mots d'encouragement et des remerciements pour avoir eu le courage de dire la vérité. Cela lui redonne espoir. Peut-être que le changement est possible, et que d'autres agents sont prêts à s'élever contre la corruption. Il sait que cela va demander du temps, mais il est déterminé à rester sur cette voie, car pour la première fois, il a le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même. Un matin, alors qu'il sort de son service, John est surpris de voir l'agent spécial d'Eric Harris l'attendre à l'entrée du commissariat. Harris, toujours aussi calme et imposant, s'approche de lui avec un sourire discret. « Martinez, j'ai une dette envers vous, » dit Harris en lui tendant la main. John, encore un peu nerveux, serre la main de l'agent. « Je n'ai fait que mon travail, » répond John modestement, bien qu'il sache que cela dépasse de loin ses obligations. Harris secoue la tête. « Non, vous avez fait plus que cela. Vous avez risqué votre carrière pour faire ce qui est juste. Peu de gens dans cette ville peuvent en dire autant. » Soudain, Harris fait quelque chose qui prend John de court. Il l'attire dans une accolade fraternelle, un geste rare venant d'un homme aussi réservé. John reste figé un instant, surpris, avant de rendre l'étreinte. Ce simple geste symbolise toute la gratitude de Harris et le respect qu'il porte désormais à John. Se détachant, Harris sourit. « Je vais m'assurer que vos supérieurs comprennent l'importance de ce que vous avez fait. Je vais personnellement demander à ce que vous receviez une promotion. Vous méritez de monter en grade, Martinez. Vous avez prouvé que vous aviez non seulement du courage, mais aussi de l'intégrité. » John, stupéfait, ne sait pas quoi répondre. Une promotion? Jamais il n'avait envisagé que cette nuit difficile pourrait aboutir à cela. Il regarde Harris avec reconnaissance. « Merci, agent Harris. Cela signifie beaucoup pour moi, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Harris hoche la tête, avant de lui donner une tape amicale sur l'épaule. « Prenez soin de vous, Martinez. Je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau. » Alors que Harris s'éloigne, John se tient là, encore sous le choc de cette tournure d'événements. Le poids de la situation commence à s'alléger, et un sentiment de fierté grandit en lui. Il sait que cette nuit, il a pris une décision qui a non seulement sauvé la vie d'un homme, mais qui pourrait aussi changer le cours de sa propre carrière. Quelques semaines plus tard, John est officiellement promu. Ses collègues, qui le regardaient autrefois avec méfiance, commencent à comprendre qu'il a fait ce qu'aucun d'entre eux n'aurait eu le courage de faire. Avec sa nouvelle position, John s'engage à continuer à servir la justice avec honnêteté et à ne jamais céder à la corruption. Cette histoire met en lumière le fait que dans la vie, il est parfois nécessaire de prendre des décisions douloureuses pour garantir une justice plus grande. Ce récit est un exemple inspirant de comment une seule décision peut changer non seulement une vie, mais aussi la perception que les autres ont de vous.